Bonjour, je vous propose aujourd'hui de traiter le dimensionnement d'un mur de soutènement en gabion. Le problème posé considère un mur en gabion de 7 mètres de hauteur et cette hauteur est composée de 7 rangées, chacune d'épaisseur 1 mètre. Ces rangées sont superposées en forme de gradin et les éléments qui constituent la rangée de gabion ont une largeur soit de 1 mètre, 1 mètre et demi ou les deux à la fois. Le gabion, il est composé de cailloux posés manuellement et le poids volumique est égal à 18 kN par mètre cube. Donc, le cas étudié montre que ce mur retient un massif de sol composé de 3 couches, une couche de tout venant en surface, ensuite une couche d'argile sableuse, à partir de laquelle le sol est saturé, et une couche d'argile marneuse. Alors les vocations du mur ici sont doubles. Le mur va retenir le massif de sol de ce côté, qu'on appelle côté amont, mais le mur, comme il est constitué d'un matériau fortement drainant, il va permettre de drainer l'eau qui s'accumule derrière le mur. La base du mur ED est égale à 4 mètres. Cette base du mur repose sur une chape en béton armé de longueur ou de largeur 5 mètres. Le poids volumique de la chape en béton est égal à 25 kN par mètre cube. Alors, la première question, c'est de calculer le poids du mur par mètre linéaire. Donc, une opération simple, le poids, c'est le poids volumique fois le volume. Le mur, en totalité, il est composé de la partie en gabion et également de la chape. Donc, on voit ici que le poids du mur en gabion est égal à 18, poids volumique, 7 fois la hauteur fois la surface de ce trapèze qui est égal à peu près à la surface de toutes les rangées de gabions qui nous donne 315 kN par mètre linéaire. Alors que le poids de la chape, d'épaisseur 25 cm, il serait de 25 fois 0,25 fois 5. 31,25 kN par mètre linéaire. Et en total, ça c'est le poids du mur qui est égal à 346,25 kN par mètre linéaire. Une donnée à utiliser par la suite, on suppose que la résultante du poids du mur est située à 1,25 m de l'arête OA ou du parement OD même du mur. Alors, évidemment, pour étudier la stabilité du mur vis-à-vis de la poussée, donc nous devons faire un calcul à court terme et un calcul à long terme. Pour le cas d'un sol argileux, lorsqu'on dispose des paramètres de résistance CU et FIU, on doit faire un calcul en contrainte totale. C'est le cas par exemple de l'argile silteuse et de l'argile marneuse. Donc la contrainte de poussée, elle est formulée comme suit. Kp, le coefficient de poussée, est à multiplier par la contrainte effective, qui est sigma V moins U, moins 2Cu fois racine de Kp, plus la pression interstitielle, parce qu'on fait un calcul en contrainte totale. Alors Kp, il peut être exprimé comme si 1 moins sinus phi, phi u précisément, sur 1 plus sinus phi u. Dans le cas où phi u égale 0, pas de frottement, donc Kp va être égal à 1, sinus phi égale 0, et sigma p devient tout simplement sigma v fois 1 u égale 0, moins 2 cu fois 1 plus 0, ça fait sigma v moins 2 cu. Pour un sol grenu, bien qu'on soit à court terme, le sol grenu, il a
les caractéristiques C' et Φ', cohésion effective et angle de frottement effectif, qui gouvernent également le cas du court terme. Pour le cas à long terme, le calcul il est fait en contrainte effective. Donc à ce moment-là, on va utiliser une équation du même type, c'est-à-dire Kp fois la contrainte effective, moins de C' racine carrée de Kp, mais on voit ici qu'il n'y a pas, on n'ajoute pas la pression interstitielle. Et le Kp peut s'écrire également, comme pour le cas de Φu, tangente carrée pi sur 4 moins Φ' sur 2. Alors, pour étudier la stabilité du mur vis-à-vis de la poussée, nous allons calculer les contraintes de poussée, étape par étape, pour le cas court terme. Donc, ce qu'on vient de dire pour un seul, comme le tout venant, c'est-à-dire C' égale 0 et Φ' égale 37, c'est des caractéristiques à long terme, et on va les utiliser pour calculer les contraintes à court terme. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas de pression interstitielle. En premier lieu, la contrainte de poussée en 0, elle est égale à 0, évidemment, comme C égale 0. Et par la suite, nous devons passer au calcul de la contrainte au point A. Alors, ici, il faut préciser que A appartient à un niveau qui sépare deux couches différentes, qui ont deux caractéristiques différentes. D'une part, le tout venant, d'autre part, l'argile silteuse. Alors, pour le tout venant, on va utiliser la contrainte de poussée classique, sigma prime V fois Kp, mais comme U égale 0, donc c'est la contrainte totale. Donc, du côté du tout venant, on va écrire que sigma V c'est 20, le poids volumique qui est le même pour toutes les couches fois 3, multiplié par tangente carrée pi sur 4 moins 37 sur 2, ce qui donne cette valeur. Alors, lorsque on considère A appartenant à la couche d'argile cireteuse, A+, à ce moment-là, on va écrire la contrainte verticale, elle reste la même. Mais on va utiliser la formule à court terme pour un sol argileux, c'est-à-dire sigma V moins 2Cu. Donc, comme Φu égale 0, donc sigma V c'est toujours 20 fois 30 moins 2 fois 35, la valeur de Cu de la couche d'argile sableuse. On trouve une valeur négative. Une valeur négative, on ne peut pas la considérer. On met tout simplement que la valeur est égale à 0. On va revenir sur cette remarque-là. Au point B, donc le calcul va être fait similairement à celui du point A, c'est-à-dire on va faire un calcul B comme appartenant à l'argile sableuse et B appartenant à l'argile marneuse. Donc sigma poussé en B-, c'est-à-dire pour l'argile sableuse, ça va être 20 fois 6, gamma V moins 2 fois 35, on trouve 50. Alors que si le point B appartient à l'argile marneuse, la valeur de Cu elle est égale à 70 plutôt, Φu évidemment égale 0, et on trouve 20 fois 6 moins 2 fois 70, et on trouve moins 20. Donc ça veut dire, moins 20 c'est une valeur négative, donc ça veut dire que est égal à 0. Alors dans ce cas, lorsqu'on a une contrainte négative et une contrainte positive, nous devons entre les deux profondeur, parce que le cas s'est posé entre les points A et B. Comme le point A est situé à 3 mètres de profondeur, le point B à 6 mètres de profondeur, on va tout simplement écrire à quelle profondeur sigma P est égal à 0. La contrainte de poussée, bien sûr, en utilisant la formule à court terme pour l'argile sableuse, c'est-à-dire sigma V moins 2Cu. Donc on écrit que le poids volumique étant le même pour toutes les couches, nous sommes à une profondeur Z0 ici quelque part, 20 fois Z0 moins 2 fois 35, la valeur de Cu pour l'argile sableuse, est égale à 0, d'où Z0 égale 3,5. C'est-à-dire qu'à partir de la profondeur 3,5, à peu près là, la contrainte de poussée est nulle et elle devient positive. Alors, il reste le point D, et il appartient à l'argile marneuse, et on va utiliser la formule sigma V moins 2Cu, comme Φu égale 0, pour un calcul à court terme. Et on trouve que la valeur est égale tout simplement à 0. Donc, ça veut dire, comme sigma B+, c'est une valeur nulle, et sigma
D, c'est une valeur nulle, donc il n'y a pas de poussée sur la partie BD. Ceci va nous permettre d'avoir le diagramme de poussée suivant. Donc la première couche linéairement entre 0 et 14,92, cette valeur. Par la suite, entre 3,5 mètres de profondeur et 6 mètres, on va avoir 0 et la valeur 50 qu'on a calculé ici, alors que ici, il n'y a rien. Mais on a mis en pointillé juste pour insister sur une chose. C'est les valeurs des contraintes négatives qu'on représente pour la forme, mais il ne faut pas les mettre sur un diagramme. Effectivement, la contrainte de pousser, c'est une contrainte comptée positive lorsque le sol pousse sur le mur. Une contrainte de poussée négative, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il faut barrer ces parties-là. Si vous avez le cas, il ne faut pas tracer le diagramme à gauche avec une contrainte négative. Alors, pour la stabilité à long terme, pour la première couche, il n'y a pas de problème. Parce que nous avons dit que c'est un tout venant qui a des caractéristiques C' égale 0 et Φ' égale 37. On fait le même calcul comme celui du court terme. Et on a la même valeur pour la valeur de la contrainte de poussée A appartenant à la couche de tout venant. Maintenant, nous avons l'argile silteuse avec ses caractéristiques à long terme. Donc, on va utiliser la formule générale, sigma V, tangente carré pi sur 4, moins Φ' sur 2, moins 2 fois C' fois racine carrée de tangente carrée, c'est-à-dire tangente pi sur 4 moins 20 sur 2. Ça donne 22, 42. De la même manière, en B, nous allons utiliser la même formule, B- lorsque ça appartient à la couche d'argile silteuse, et on trouve la valeur 58,83. Maintenant, on va être dans la couche d'argile marneuse. Donc ici, exactement, c'est sigma B plus, parce qu'on est dans la partie argile marneuse. Donc, on va avoir 20 fois 6, la même contrainte, mais au lieu de prendre les valeurs de l'argile silteuse, on va prendre 18 pour l'argile marneuse et C' pour cette couche-là. Et on trouve cette valeur. De la même manière pour le point D, et il n'y a pas de problème, sigma V 20 fois 7 fois le même coefficient moins la même valeur. Ici, on trouve ces valeurs-ci. Donc, lorsqu'on va tracer le diagramme des contraintes de poussée à long terme, on va retrouver le même diagramme pour le cas de court terme, entre 0 et 3 mètres, mais on va trouver deux nouveaux diagrammes de forme trapézoïdale dans la partie argile silteuse et la partie argile marneuse. Et là, nous avons présenté des flèches en bleu qui sont les forces de poussée. Alors, les forces de poussée, pour chacune des couches, on va les désigner comme ça. P long terme 1, P long terme 2, P long terme 3, c'est-à-dire la force de poussée dans chaque couche. Alors, la remarque importante, c'est que vous voyez que dans ce calcul à long terme, U est égal à 0. C'est-à-dire, sachant bien qu'il y a une pression, il y a une nappe d'eau plutôt à partir de 3 mètres de profondeur vers le bas. Donc nous avons pris pour les contraintes des contraintes totales. Pourquoi? Ceci est dû à la caractéristique du mur en gabion qui, lui, laisse passer l'eau librement lorsque l'eau est en contact avec le mur. Donc, au fait, l'eau s'écoule à travers le mur et il n'y a pas de pression interstitielle. C'est pour cela que, classiquement, si ce mur était un mur en béton armé, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait, bien sûr, calculer ces contraintes là où il y a la nappe avec plutôt gamma moins gamma W, c'est-à-dire 10 pour le cas, et ensuite faire un diagramme de pression interstitielle sur la partie saturée, s'il n'y a pas écoulement d'eau. Et à ce moment-là, vous devez avoir un diagramme des contraintes de poussée en contrainte effective et un diagramme de pression interstitielle. Comme le mur est en gabion, donc ce diagramme de la pression interstitielle n'existe pas. Alors maintenant, on passe au calcul des forces de poussée. Nous avons dit que les forces représentent l'aire du diagramme de sigma P pour chaque couche. Donc pour le cas court terme, nous avons deux couches. On a une poussée court terme de la couche 1 et une poussée court terme de la couche 2. La couche 3, argile marneuse, il n'y a pas de poussée à
court terme. Donc, le calcul est très simple. Nous avons soit des triangles, soit des trapèzes. Les deux, c'est de triangles ici. Donc, 1/2 base fois hauteur. Vous déduisez les valeurs. Et la résultante de la poussée à court terme, elle est égale à 84,88. Alors qu'à long terme, on a bien vu qu'il y a trois forces. Particulièrement, la force à long terme dans la couche 1 est égale à celle de la poussée à court terme, qui est là, la même valeur. Alors que pour les deux autres couches sous-jacentes, voilà les valeurs des forces de poussée à long terme. Et on voit que la résultante des forces de poussée est plus grande par rapport à celle à court terme. Elle est égale à 180,58. Alors maintenant, la première stabilité du mur qu'on fait, c'est la stabilité vis-à-vis du glissement sur la base, qu'on va essayer d'expliquer d'une manière très simple. Alors, pour ce cas de figure, le mur retient ce sol qui pousse sur le mur. Se développent les contraintes de poussée et ensuite se développe la force résultante de poussée. Donc on a une force horizontale qui pousse sur à peu près toute la hauteur du mur. Bien sûr, ceci va créer tout simplement un déplacement du mur dans le même sens, c'est-à-dire le mur va se déplacer, du moins le raisonnement théorique, il va se déplacer d'une manière rigide, horizontalement. Donc il va, on va dire, on accepte le mot, il va glisser sur la base. D'accord? Donc, pourquoi il glisse sur la base? Parce que du côté aval, il n'y a rien qui ne l'empêche. Donc, la résultante de la poussée engendre le déplacement horizontal du mur qui est libre de se déplacer vers le côté aval. Bien sûr, qu'est-ce qui résiste à cela? C'est le contact entre le mur et le sol, précisément la chape en béton armé. Lorsque le mur il va se déplacer par rapport au sol, il va y avoir une résistance similaire à la résistance au cisaillement. Il va y avoir une force résistante qui se développe sur la base, qui est en contact avec le sol support ou le sol de fondation dans le sens opposé, c'est-à-dire la force, bien sûr résistante, elle va revenir dans la direction opposée qu'on appelle P résistante. D'accord? Donc, nous allons voir comment on calcule cette force résistante. Elle correspond physiquement à une résistance au cisaillement de l'interface. C'est quoi l'interface? C'est le contact entre la base du mur, qui est effectivement la chape, et l'argile marneuse. Et les paramètres de rupture de cette interface, c'est la cohésion du sol, dans le cas c'est celle de l'argile marneuse, et l'angle de frottement, pas celui de l'argile marneuse, mais une valeur amoindrie, ou avec en général coefficient de tiers, parce qu'un frottement, on va dire mur-sol, pas frottement sol-sol. Donc la résultante de la poussée à long terme, vous avez vu que la résultante de la poussée à long terme est la plus défavorable, donc nous allons tout simplement calculer la force résistante pour la valeur où elle est la plus défavorable. Donc, si j'écris que sur l'interface tau est égal à C' plus la contrainte normale tangente delta F, et on va dire intégrer sur la base du mur, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir C' fois B, la largeur du mur, la largeur précisément de la chape, plus l'intégrale de sigma dx fois 1. Bon, 1, c'est parce que le mur a 1 mètre de longueur, mais cette résultante de contrainte normale sur la base, vous voyez qu'elle ne concerne que le poids. Il n'y a que le poids du mur suivant la verticale. Donc, W total tangente delta F, avec B égale 5 mètres. Donc, on procède au calcul. 5 B fois 15 C', plus le poids total qu'on a calculé, fois tangente 2 tiers de 15, caractéristique de l'argile marneuse. On trouve 148,6. Alors, la vérification à court terme, elle consiste à dire que le coefficient de sécurité à court terme, c'est la force résistante qu'on a calculée, divisé par la force motrice qu'on a calculée à court terme, c'est-à-dire P court terme total. Il était égal à 84,88, alors que la force résistante, elle est de 146,6. Et vous voyez qu'on obtient un coefficient de sécurité 1,75.
Souvent, on considère pour ce type de mur le coefficient de sécurité minimum vis-à-vis du glissement 1,2. Cette valeur est supérieure à 1,2, donc on dit que le mur est stable à court terme vis-à-vis du glissement. Maintenant, la vérification à long terme. Donc, le coefficient de sécurité à long terme, il s'écrit d'une manière similaire. PRS, la force résistante, divisée plutôt par la force de poussée totale à long terme, qu'on a trouvé égale 180,58. Alors, le rapport est même inférieur à 1. Mais pour ce type de problème, on considère plutôt même 1,5 pour, le glissement. Nous sommes encore pour le glissement, donc 1,2. Donc le coefficient de sécurité est inférieur à 1, donc 1,2. La stabilité à long terme vis-à-vis du glissement n'est pas assurée. Alors, dans ce cas-là, on peut se dire comment peut-on rendre cette stabilité vérifiée. Alors, l'idée consiste à ne pas mettre la chape en béton armé sur l'argile directement, qui a un angle de frottement relativement petit. Phi' est égal à 18. Donc, il faut prendre un matériau qui a un angle de frottement beaucoup plus grand. Si on prend du ballast ou des cailloux, ou d'une manière beaucoup plus courante dans la pratique des chantiers, ce qu'on appelle la grave non traitée, compactée, sous la chape en béton armé, alors dans ce cas, l'angle de frottement arrive même jusqu'à 36 degrés. Et la cohésion peut être non négligeable. Alors avec ces caractéristiques, si vous refaites le calcul de cette expression-là et vous mettez au lieu de 15, on va mettre 36, et pour la cohésion, on va garder 15, on va trouver que la force résistante est égale à 229,16 et le coefficient devient égal à 1,27 qui est supérieur à 1,2. Et à ce moment-là, on peut dire que la stabilité du mur vis-à-vis du glissement sur la base est assurée. Alors on va passer à la stabilité vis-à-vis du renversement. Donc, de nouveau, le schéma qui montre le mur avec la force résultante, son poids, distante de 1,25 m par rapport au parement du mur en contact avec le sol. Donc, nous allons remettre les forces de poussée à long terme que nous avons calculées. Alors ici, nous allons considérer le cas à long terme, mais on doit également vérifier le cas à court terme. Mais sachant bien que les forces à court terme étaient pour le résultante largement en deçà, on va considérer, on va dire, le cas le plus défavorable. D'accord? Le cas le plus défavorable où la force motrice est très très grande par rapport à la force résistante. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que chaque force qui correspond à chaque diagramme triangle trapèze, elle va tout simplement avoir une contribution. Comment? Lorsque nous allons parler renversement, théoriquement bien sûr, la force ou ces forces-là vont essayer de faire tourner le mur autour de ce point E, c'est-à-dire le point de la base ou l'arête inférieure du mur ici, c'est-à-dire ces forces horizontales vont essayer de faire une rotation du mur autour de ce point. Donc on voit très bien que leur moment va dans ce sens. Alors que l'action du point, étant donné que la résultante elle est là, son moment par rapport au point E, elle est comme ça, et elle tourne dans le sens contraire. Donc, chaque force appliquée, elle va avoir un bras de levier par rapport à la base du mur, et il va créer le moment de la force multipliée par la distance. Donc on va avoir P long terme 1 fois D1, P long terme 2 fois D2, etc. Mais le calcul peut être fait d'une manière, on va dire, plus détaillée. Alors, le renversement se produit autour du point E côté aval sous l'action des forces de poussée. Le moment du poids W représente l'action résistante. Donc, on voit très bien que cette distance est égale à 4, nous sommes au point E, moins 1,25, c'est-à-dire 2,75. Et on obtient cette valeur du moment résistant. Alors, pour le cas du long terme, donc le moment moteur au point E,
il va être tout simplement le moment des trois forces. Le moment des trois forces qu'on peut calculer par cette équation si on connaît la position de la résultante ou du centre de gravité du trapèze. Sinon, vous faites un calcul très simple. Le trapèze se décompose en un rectangle et en un triangle, et vous faites le moment pour le cas du trapèze avec deux forces, triangle plus rectangle, pour le cas où le diagramme est de forme trapézoïdale. Dans tous les cas, vous allez trouver la valeur du moment moteur total. On voit ici égale 392,54 par la notion du coefficient de sécurité vis-à-vis du renversement. Ce coefficient va être égal au moment résistant qu'on a calculé ici sur le moment moteur qu'on vient de trouver, et on trouve qu'on a 2,21. Et pour le cas du renversement, la valeur minimale du coefficient de sécurité est égale à 1,5, mais on peut exiger beaucoup plus. Donc on vient de vérifier que le mur, il est stable vis-à-vis du glissement, mais à condition de mettre une couche de ballast pour augmenter le frottement. La présence de cette couche pour le calcul vis-à-vis du renversement n'a aucune contribution. Donc, ce qu'on a fait ici est tout à fait acceptable. Et de ce fait, si vous avez la stabilité vis-à-vis du glissement vérifié et du renversement vérifié, ça veut dire que la stabilité interne du mur est vérifiée. Pour calculer le mur comme étant une fondation, bien sûr, vous pouvez considérer le cas où il s'agit d'une semelle avec bien sûr une force, on va dire, résultante, la résultante des poussées et la résultante du point, et vous allez chercher la résultante qui devient inclinée. Il faut déterminer le point d'application, et à ce moment-là, vous allez considérer comme un exercice de fondation superficielle, mais qu'on ne traite pas ici. Voilà, je vous remercie pour votre intérêt, et à plus tard.